champ magnétique et vous le ferez pour des systèmes à symétrie importante. Et il y a aussi une méthode de calcul direct du champ magnétique, mais c'est un gros calcul intégral qui n'est plus, qui n'est pas actuellement au programme de prépa. Donc, vous verrez pas. Donc, mais si on connaît exactement comment est la source du champ, c'est-à-dire si on connaît exactement la forme de l'aimant et son aimantation, la répartition dans son volume de l'aimantation, ou pour un circuit électrique, si on connaît exactement la géométrie du circuit électrique et si on sait dans quel sens circule le courant et quel est le courant qui circule, alors oui, il y a moyen de calculer le champ magnétique que ça crée. Voilà. Mais c'est un calcul qui est lourd, donc on ne fera pas. Mais ça peut se faire. C'est ce qui fait que, du coup, on peut, par exemple, avec des outils informatiques, des outils de modélisation, de simulation, on peut calculer et tracer les cartes de champ. D'accord? Donc, comme le schéma qu'on a à droite. Bon, à gauche, là, c'est un dessin, mais sinon, c'est plus expérimental. Donc, pour vous, ça va rester expérimental. Soit une observation avec l'animal ou des petits aimants, soit une carte qui vous sera donnée. Pour l'instant, pour cette année. Et l'année prochaine, dans des cas à symétrie élevée, vous pourrez faire le calcul pour les cas simples. Voilà, donc je reviens à mon solénoïde. Donc c'est une bobine parcourue par un courant, mais n'importe quel circuit électrique parcouru par un courant est source de magnétisme. Et donc crée un champ magnétique comme un aimant, c'est complètement analogue. Et là, vous voyez qu'il y a la convention pour donner le sens du courant. Donc la flèche verte, ou ce qui est indiqué en vert. Donc je vous le fais voir parce que ce n'est pas super visible. On a là, en bas, le courant qui est représenté comme ça, donc qui part vers l'arrière. Et en haut, le courant qui est représenté comme ça. Hein, donc ça montre que là, pour ce bobinage, le courant vient vers nous en haut et repart en bas. Donc c'est bobiné comme ça. Avec un courant là qui parcourt l'hélice. Ça sort en haut, ça vient vers nous, ça repart en bas. Voilà. Et de ce sens-là découle le sens de B. Le sens de B est directement lié au sens du courant qui va circuler dedans. Voilà, donc pour ce premier circuit. Et je vais vous montrer en vidéo le champ créé par un fil simple tendu, hein, donc juste l'équivalent d'un bout de fil. Voilà, donc là vous avez le dispositif avec ici un fil tendu de A à B et qui est alimenté. Donc voilà, il y a un générateur, une alimentation stabilisée, source de courant quand même assez fort, un rhéostat pour limiter, 1 ampère-mètre. Et donc ce qui va nous intéresser, c'est le fait que dans ce fil tendu, il y ait un courant important qui circule. Et on va observer le champ magnétique dans le plan médian. Ici. Voilà, donc à droite, vous avez le schéma équivalent. On va regarder dans le plan médian, là, comment est le champ grâce à des petites boussoles. Voilà, donc là, bon, on voit le dispositif. Pour l'instant, il n'y a pas de courant. Donc, dans ce plan-là, il y a 4 petites boussoles qui ont été placées. Donc, pour l'instant, elles sont orientées par le champ magnétique terrestre. Et on met un courant dans le fil. 8 ampères, hein, c'est pas rien. Hein. Voilà, pour qu'on ait vraiment un effet magnétique sensible avec un seul fil, il faut plusieurs ampères. Sinon, il ne se passe rien. Donc, lorsqu'il n'y a pas de courant, les aiguilles suivent le champ magnétique terrestre, c'est les boussoles, et en présence du courant, elles s'orientent le long du champ magnétique créé par ce fil. Et donc, vous voyez que chaque boussole forme une flèche, et cette flèche, elle indique la direction et le sens du champ magnétique qui s'exerce dessus. Et donc, vous voyez que là, ça s'enroule autour du fil. Donc là, on n'a que 4 boussoles, mais on peut le faire avec plusieurs ou en les déplaçant et avoir accès à la direction du champ magnétique un peu partout autour du fil. Les lignes de champ autour d'un fil tendu, ce sont des cercles concentriques qui sont centrés sur le fil.
C'est-à-dire que si on est en coordonnées cylindriques autour de l'axe du fil, le champ magnétique, il est purement orthoradial. Et tout le temps dans le même sens. Et dans quel sens? Eh bien, dans le sens direct par rapport au courant. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez, le champ magnétique tourne en sens horaire, là, sur l'image, autour du fil. Le fil est parcouru par un courant qui descend de haut en bas. Voilà, donc là, bah oui, on a un gros fil, parce que si on prend un fil fin, oui, il va fondre avec 8 ampères. Même si ça ne dure pas longtemps, ça serait dommage qu'il casse tout de suite, parce que, voilà. Donc pour avoir un champ magnétique important, il faut un courant intense. Et donc courant intense, on ne met pas ça dans des fils fins. Ça fond. Voilà. Donc, et là, pareil, vous voyez dans la manip, le courant, là, il est mis quelques secondes. Hein. Quelques secondes, et puis c'est coupé. On peut imaginer que ça ne va pas tenir éternellement si on laisse 8-10 ampères là-dedans toute la journée. Ça va trop chauffer. Voilà, donc là, je vous montre simplement ce qui n'est pas rajouté sur la vidéo, c'est que, compte tenu du sens du champ magnétique, eh bien, comme c'est en orientation directe, le courant circule de haut en bas dans le fil. Voilà, donc là, c'est un courant constant, continu, toujours dans le même sens, dans ce fil. Voilà. Donc, de façon générale, donc là, ce que je vous ai montré, c'est ça. J'ai sauté une diapo. Donc, c'est le fait que si on avait un courant dans un fil filiforme de bas en haut, on aurait un champ dans ce sens-là. Sur la vidéo, c'était à l'inverse. Sur la vidéo, on avait au contraire un champ magnétique dans ce sens-ci, et donc un courant de haut en bas. En tout cas, ce que vous allez retenir, vous avez toujours votre main droite. Voilà, si vous n'êtes pas au point la semaine prochaine avec votre main droite, hein, ça ne va pas aller. Hein. Donc, votre main droite vous indique, donc là, plutôt dans le sens du tire-bouchon, que si on met le pouce en direction et sens du courant qui crée le champ, eh bien, les lignes de champ magnétique, elles s'enroulent autour des lignes de courant qui le créent, et en sens direct. Voilà. Hein, donc, on dit, on a une source qui est I, eh bien, le champ magnétique créé par ce courant-là s'enroule en sens direct autour de ce courant. Donc, c'est ce qu'on voit quand on n'a qu'un seul fil simplement tendu. Voilà. Lorsqu'on a plusieurs sources ou un fil long ou enroulé, donc par exemple une spire, eh bien c'est ce qu'on retrouve au voisinage du fil. D'accord ? Quand on est tout près d'un fil, ben, finalement le ressenti, il est quasiment comme si c'était un fil tendu. Voilà, donc c'est pour ça que ce que je viens de vous montrer, c'est l'élément. Donc là, en haut, ça tourne dans le sens trigo, le courant vient vers vous. Hein, le courant au centre, il est dessiné comme ça. Vient vers nous, et donc là, ça tourne en sens trigo. Bien sûr, si c'est un courant formé par un circuit en forme de spire circulaire, pour que le courant circule, il faut que le circuit soit fermé. Hein, donc, ce qu'on retient, ce qu'on vient de voir pour un fil simple, tout seul, ou un bout de fil, c'est vrai que tout près de ce fil-là, plus on recule, plus l'effet magnétique va être faible, ça décroît très vite, et si on s'éloigne, bah, l'effet direct de ce fil-là va décroître et on va ressentir l'effet des autres fils. Donc il faut tout superposer, tout s'additionne, c'est linéaire. Donc le champ magnétique qu'on ressent en un endroit, c'est la somme de tous les champs magnétiques créés par tout l'univers. Voilà. Mais dès qu'on est un peu loin d'un aimant ou un peu moins d'un circuit, ça devient vite négligeable. Hein. Il n'y a guère qu'au voisinage qu'il y a un effet sensible. Voilà pour ce qui se passe donc au voisinage du fil. Donc je reviens sur la diapo que j'ai sautée. Les propriétés qu'on va trouver sur les cartes de champ. Ces propriétés là typiques donc des cartes de champ magnétique. Sur une carte de champ, quand on a deux lignes qui se coupent, et ça c'est vrai pour quel que soit le champ représenté, eh bien si les deux lignes se coupent, ça veut dire que le champ il est
à cet endroit-là, à la fois tangent à l'une des lignes et à la fois tangent à l'autre des lignes, puisqu'en chaque point d'une ligne de champ, le champ représenté est un vecteur tangent à la ligne. Donc lorsque deux lignes se coupent, le vecteur est tangent aux deux, donc il est nul. Ça c'est vrai, quelle que soit la nature du champ représenté, que ce soit un champ de gravitation, un champ électrique, un champ magnétique, peu importe, c'est général. À l'intersection de lignes de champ, on a forcément un champ nul. Voilà. Autre propriété assez générale aussi, quand on a des sources pour, ici, un champ magnétique, des sources du champ, eh bien, on va retrouver les mêmes invariances et les mêmes symétries dans la carte de champ créée que dans les sources. Donc c'est vrai au-delà du magnétisme, en particulier pour le champ magnétique. C'est ce que je vous ai montré. On retrouve sur la carte de champ la symétrie ou l'antisymétrie de l'aimant ou du circuit qui crée ce champ. Typique du champ magnétique, une ligne de champ magnétique, elle peut se refermer sur elle-même, et en général, elle se referme sur elle-même, et en général, les lignes de champ magnétique, ça forme des boucles. Voilà, donc des choses qui s'enroulent et qui se referment. Et typiquement, lorsque ça s'enroule, lorsqu'on a des sources qui sont des courants, bien typiquement, ça va s'enrouler autour des lignes de courant, donc des circuits qui le créent, et dans le sens direct. Voilà ce qu'on a vu là avec le fil. Voilà, ça en général. Donc, si on a une boucle de courant, ça, c'est quelque chose d'important, de très utile. Parce que, donc, je vous ai dit, pour qu'il y ait un courant qui circule, il faut fermer le circuit. Et lorsqu'on va vouloir créer un champ magnétique avec un circuit, eh bien, on va créer des boucles, on va créer en fait des bobines, des enroulements. Vous venez de voir que pour qu'il y ait quelque chose d'un peu sensible, il faut qu'il y ait un courant très intense. Donc en fait, comme on ne peut pas avoir des courants hyper intenses, quand on veut un champ intense, on va bobiner, c'est-à-dire utiliser beaucoup de fils. Voilà. Donc pas un courant trop faible, pas du microampère ou du milliampère, on va facilement passer à l'ampère, mais pour monter, pour accentuer l'effet magnétique, on va démultiplier le nombre de fils. Et donc c'est ce qui nous amène à enrouler le fil pour avoir beaucoup de fils et former des circuits bouclés. Donc l'aspire, c'est une boucle de courant, c'est un peu l'élémentaire pour créer un champ magnétique avec un courant. Donc cette carte de champ créée par une spire, elle est à visualiser, elle est à retenir qualitativement, savoir la refaire qualitativement. On retrouve là deux plans de symétrie ou d'antisymétrie. Voilà, pour la carte de champ. Donc de symétrie géométrique et éventuellement d'antisymétrie si on regarde les sens. Vous voyez, les flèches ne sont pas symétriques l'une de l'autre. Deux flèches symétriques, ça serait comme ça. Donc là, on a ce qu'on appelle une antisymétrie, puisqu'on n'a pas symétrie du sens, mais vraiment symétrie de la géométrique. Voilà, donc retrouver ce sens direct d'enroulement de B autour du courant. Donc là, on l'a vu pour une spire. Lorsqu'on en utilise plusieurs, donc par exemple deux, eh bien les champs s'additionnent. Les champs s'additionnent et donc on va avoir une carte de champ qui découle de la combinaison des deux. Voilà, donc là, je retrouve quand même mes axes de symétrie. Là, on voit bien sur ce dessin-là quel est le sens du courant. Donc, vous voyez bien que le courant ici vient vers nous et là repart vers l'arrière. Donc, en orientation directe, on a bien le champ magnétique d'après la main droite qui s'enroule en orientation directe autour du courant. D'accord? Comme ça ou comme ça. Voilà. Alors, de même, eh bien, cette orientation directe, on peut la lire aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que si vous mettez votre main
à tourner comme le courant, eh bien, votre pouce va vous indiquer la direction du champ. Ça marche dans les deux sens. Donc ça, c'est cool. C'est-à-dire que si on tourne, donc pour les circuits bobinés, si on tourne en suivant le courant, le pouce indique le sens de B. Si on a juste un fil parcouru par un courant, si on met le pouce le long du courant, ben, la main nous donne l'enroulement de B autour de ce fil. Voilà, donc on peut le faire dans les deux sens. Là, j'ai B qui tourne et I sur le pouce. Eh bien, ça marche aussi dans l'autre sens. Si vous avez une boucle de courant, eh bien, si vous tournez avec votre main sur ce courant-là, dans le sens du courant, le pouce vous indique la direction de B. Voilà, ça marche dans les deux sens. Donc là, vous avez bien la main qui indique le courant, le pouce qui indique B. Donc quand on a des bobinages, ça c'est super pratique. Ça permet de savoir quel est le sens de B. Donc de connaître, si ça vous plaît, si ça vous amuse, c'est un petit peu vieillot quand même comme description pôle Nord, pôle Sud. Ça vous permet de savoir où est le pôle Nord. Voilà, le côté d'où sort le champ, le face sud, là où le champ va rentrer. Et voilà. Donc une fois qu'on a visualisé globalement la topographie, pour placer les sens, il faut connaître quel est le sens du courant qui crée le champ ou quel est le sens du champ pour trouver le sens du courant. Si on n'a aucune indication de sens, on n'a que la géométrie et on ne sait pas dans quel sens c'est. Mais les deux sont liés. Voilà, donc vous vous entraînez avec votre main droite à relier ces deux directions, enfin, ces deux sens surtout. Voilà. Bon, alors le must, c'est pas une spire ou deux spires, mais c'est tout un bobinage. Tout un bobinage, donc une succession de spires insolénoïdes. Voilà ce qu'on a vu tout à l'heure. Alors, nouvelle propriété du champ magnétique. Donc, ces propriétés, vous les admettez cette année. L'année prochaine, avec le cours d'électromagnétisme et les équations fondamentales de l'électromagnétisme, vous allez pouvoir les voir apparaître dans des relations beaucoup plus globales. Pour cette année, on va juste parler d'induction, donc on a juste besoin de ces cartes de champ magnétique. Donc, vous admettez les propriétés pour l'instant, mais vous les apprenez. Donc, propriété du champ magnétique, lorsqu'on lit une carte comme ça, eh bien, on peut identifier les zones où le champ est fort et les zones où le champ est faible. Puisque pour le champ magnétique, c'est pas vrai pour tout type de champ, mais pour le champ magnétique, lorsque les lignes de champ se rapprochent, eh bien, on a une concentration magnétique qui se fait à cet endroit-là et qui est liée au fait que le champ magnétique est plus fort. Alors qu'au contraire, lorsque ça se dilue, lorsque les lignes de champ s'écartent, là, le champ est plus faible. Donc, vous verrez l'année prochaine, ça vient du fait que le flux magnétique se conserve. Donc, en gros, on a le même flux magnétique à travers partout dans un même tube de champ, c'est-à-dire dans une même zone qui est délimitée par les mêmes lignes de champ. D'accord ? Donc, voilà, donc on a le même flux, un peu comme la même quantité de champ magnétique sur toutes ces sections. Donc, lorsque la section est toute petite, eh bien, c'est très dense, très concentré, donc le champ est intense. Lorsque la section est plus faible, eh bien, c'est là que le champ... lorsque la section est plus large, c'est là que le champ est plus faible, c'est beaucoup plus dilué. Donc, c'est cette propriété-là qu'il faut retenir, que sur une carte de champ, lorsqu'on suit des lignes voisines, eh bien, lorsqu'elles s'écartent, le champ magnétique diminue. Et lorsqu'elles se rapprochent, ça se condense, le champ magnétique augmente. Voilà, ce qui fait que sur une carte de champ, eh bien, en suivant des lignes, donc il faut en choisir deux, par exemple celle-là et celle-ci, eh bien, on voit que lorsqu'elles s'écartent, le champ devient plus faible. Lorsqu'elle se resserre, le champ est intense.
Donc sur la carte, on voit bien les zones de champ intense, là où les lignes de champ sont bien serrées, et les zones de champ faibles, là où les lignes de champ, là où il n'y a pas de ligne de champ ou très peu de lignes de champ représentées. Parce qu'en fait, on ne les représente pas toutes. Le champ magnétique, il existe en tout point, mais pour une carte de champ, on n'en représente que certaines lignes. Sinon, on ne voit plus rien, c'est complètement couvert. Donc ça permet de voir que dans les zones où il n'y a pas tellement de lignes, c'est que le champ est faible, et par contre, là où c'est très serré, le champ est intense. Une petite remarque d'ailleurs que je ne vous ai pas encore faite, c'est que ces cartes de champ qu'on va lire, qu'on va vous utiliser ou qu'on va vous donner, eh bien elles sont planes, elles sont à 2 dimensions. Donc pour qu'elles soient planes, il faut que ça soit dans des plans quand même de symétrie du dispositif. Vous avez vu tout à l'heure la photo de la limaille autour d'un barreau aimanté. Le champ il part dans toutes les directions. Donc les lignes de champ, elles ne sont pas a priori dans des plans, sauf dans des plans qui sont des plans de symétrie du dispositif. Donc en général, les cartes de champ qu'on va vous donner, elles seront dans des plans de symétrie, pour qu'elles contiennent bien le champ magnétique. Bon, ça c'est juste une parenthèse, on ne vous embêtera pas avec ça. Et donc dans ces plans-là, lorsque ça s'éloigne, le champ diminue. En conséquence de ça, eh bien, dans les zones où on a des lignes bien parallèles, ça ne s'écarte pas, ça ne se rapproche pas. Donc le champ, il est toujours de même valeur. Lorsque les lignes se suivent sans s'écarter, sans se rapprocher, la valeur du champ est toujours la même. Lorsqu'en plus ces lignes, ce sont des droites, eh bien la direction du champ ne change pas. Donc lorsqu'on voit, comme ici, des zones où on a des lignes qui sont bien parallèles et qui restent équidistantes entre elles, c'est que dans cette zone-là, le champ est uniforme, c'est-à-dire qu'en tout point, on a le même vecteur B. Vous vous souvenez, c'était l'hypothèse pour le chapitre mouvement force sous l'effet de la force de Lorentz, mouvement des particules chargées. À chaque fois, on a dit, bon, voilà, on considère une zone où le champ magnétique est uniforme. Bon, sur une carte de champ, la zone où le champ est uniforme, c'est la zone où les lignes de champ, elles sont rectilignes et parallèles entre elles. Voilà, donc il faut savoir trouver tout ça. Quand on nous donne une carte de champ, tiens, on découvre celle-ci, on ne l'a jamais vue, qu'est-ce qu'on voit là-dessus? On voit les sources du champ, donc là ce sont des courants. On peut trouver le sens, alors là il est dessiné mais on ne voit pas trop sur le dessin. On voit que les lignes de champ, elles s'enroulent autour du courant, et on sait que ça s'enroule en sens direct. Donc le courant, ici, il va vers l'arrière, là il va vers l'arrière, à gauche, il vient vers nous. D'accord, pour rendre plus visible ce qui est dessiné. Donc là, en fait, on a deux spires parallèles parcourues par des courants qui tournent dans le même sens. En termes de champ magnétique, on a donc un champ magnétique qui est bien orienté, comme ça. Ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a deux lignes qui se coupent. D'accord? Ou on peut dire, on a l'impression que c'est une seule ligne qui s'enroule, mais qui se coupe. Donc, en ce point-là d'intersection, le champ magnétique, il est nul. Puisque sinon, il est dans quelle direction? On n'en sait rien. Il est selon l'une ou selon l'autre. Ça, on ne va pas savoir sinon. Sinon, on va dire qu'il est à la fois comme ça et comme ça. Non, en fait, il est nul. Pareil ici. Là, le champ est nul. Voilà. On voit des zones où le champ est faible. Ici, le champ va être plutôt faible. On voit que les lignes, elles ont tendance à s'écarter. Même si le dessin n'est pas complet, on voit bien que ça s'écarte. Donc, on a là une zone de champ faible. Par contre, on voit là, par exemple, à chaque fois, des lignes de champ qui sont très très serrées. Donc là, on peut penser que le champ est très intense. Bon, c'est pas surprenant, on est au voisinage des fils, donc tout près des fils, c'est là que le champ est le plus intense. Mais vous voyez que tout près des fils à l'intérieur, ça va être beaucoup plus intense que tout près des fils à l'extérieur. Et puis on voit aussi là des lignes de champ qui sont plutôt rectilignes et parallèles.
Donc là, on a une zone où le champ est uniforme, au milieu. Donc c'est l'intérêt de ces bobines de Helmholtz. C'est ce qu'on appelle des bobines de Helmholtz, c'est-à-dire juste 2 spires ou 2 bobines très fines qui sont à distance optimale, de sorte qu'on ait une grande zone de champ intense entre les deux. De champ intense, pas forcément intense, mais de champ uniforme entre les deux. Et l'intérêt, c'est que pour cette zone de champ uniforme, elle est plutôt accessible puisque là, c'est vide. Et puis là aussi, c'est vide. Donc si on veut faire un appareil, on a accès à tout l'espace central. Alors que avec le solénoïde qu'on a vu tout à l'heure, on va voir qu'on a aussi une zone de champ uniforme, mais qui est à l'intérieur d'un tunnel, donc beaucoup moins facile d'accès. Voilà, c'est l'intérêt d'avoir comme ça ces 2 petites bobines ou ces 2 spires l'une à côté de l'autre. Bon, ce que je veux surtout, c'est là vous montrer toutes les propriétés qu'on a vues, de symétrie. Là, on voit tout. Hein. On a donc nos deux bobines. On a donc un plan de symétrie ici au milieu des deux, un plan de symétrie qui coupe les deux. Hein, donc là, on a symétrie géométrique, des lignes comme ça, avec des flèches qui sont soit symétriques, soit antisymétriques. On a l'orientation des lignes qui s'enroulent autour du courant, donc au voisinage de chacune, de chaque petite bobine. Et puis, on voit aussi des zones de champ forts, de champ faibles, des points de champ nuls et une zone de champ uniforme. Voilà. Donc là, vous avez résumé sur cette carte-là toutes les propriétés à connaître. On voit tout là. Bien, hein, donc vous vous entraînerez, donc il faudra apprendre ces propriétés, puis vous entraîner à les retrouver, à les lire sur les cartes. Voilà. Alors, on a compris que en fait, les champs s'ajoutent, donc on va retenir la carte de champ pour une seule spire, celle qui est à gauche, et puis ensuite, en associant 2, on a cette carte-là. En associant tout plein, on a un solénoïde, et donc une superposition de cartes de ce type-là, qui donc donne le même type de carte, mais étirée sur la longueur. Et donc, ce solénoïde, c'est aussi une source de champ uniforme. On a une zone de champ uniforme là, au centre. Un champ qui est faible à l'extérieur sur le côté, qui n'est pas complètement faible à l'extérieur si on est dans l'alignement de la bobine, sur l'axe de la bobine. Mais là où c'est le plus intéressant, ça va être à l'intérieur, avec l'inconvénient que c'est l'intérieur d'un tunnel, donc moins accessible que le reste. Alors pour avoir cet effet-là, un champ plutôt uniforme à l'intérieur, il faut un solénoïde, c'est-à-dire une bobine longue. Quand on parle de solénoïde, ça sous-entend un peu bobine longue. Donc là, vous avez, pour bien comprendre ce schéma, sur la même échelle, avec le même axe, la répartition du champ magnétique pour différentes bobines qui ont toutes la même forme, enroulement circulaire, toutes le même rayon, donc toute la même section, toutes le même courant qui circule, toutes le même nombre de spires par unité de longueur. Hein, donc si je prends une certaine longueur de ce bobinage, donc la longueur qui va être notée petit l, ensuite en longueur totale, eh bien on a petit n spires par unité de longueur. Donc le nombre de spires total, c'est cette valeur petit n, donc la densité d'enroulement, si on veut, fois L, la longueur du tuyau. C'est pas la longueur du fil, attention, petit L, c'est pas la longueur du fil, c'est la longueur du tuyau, la longueur du cylindre formé par cette bobine. Donc si on a une bobine longue, eh bien on est plutôt dans cette géométrie-là. Donc avec une longueur totale, petit l, qui va être grande, et plutôt très grande par rapport à sa dimension latérale. Donc par exemple le rayon.
la dimension typique de sa section. Et là en haut, on a donc la répartition du champ magnétique sur l'axe. Ça revient à lire ce qui se passe sur cet axe-là. D'accord? Donc on a x égale à 0, ici, au milieu. On est dehors, puis dedans, puis dehors. On voit là très bien sur cette carte que le champ, les lignes de champ se rapprochent. Donc le champ est moyen, ou faible, faible si on est loin. Il augmente, les lignes se rapprochent, puis il est constant, puis il diminue, les lignes s'éloignent. Ça donne ça, sur l'axe. Voilà. Très loin, le champ est plutôt nul, très faible. On se rapproche, le champ augmente. À l'intérieur, il est constant, on ressort, ça diminue, puis ça devient négligeable. Voilà, donc c'est la première chose. Si on a un solénoïde long, on va avoir dedans un champ constant. Bon, ben ça, vous voyez que c'est ce qu'on observe pour la première, c'est ce qu'on observe pour la seconde, encore. Hein, on est encore bien à une zone de champ constant, mais attention, le champ n'est pas constant sur toute la longueur de la bobine. Hein. Vous voyez, là, c'est pas constant. Donc, si on est au bout de la bobine, c'est pas constant. Constant, c'est vraiment au milieu. Donc là, ou là. Là, dans ces volumes-là, on a des champs magnétiques qui sont uniformes, partout le même. Ok. Bon, mais alors celle-là, bah, c'est jamais le cas. Vous voyez que le champ, bah, il augmente puis il diminue, il augmente puis il diminue. C'est pas assez long. C'est pas assez long pour qu'on ait une zone de champ uniforme. On se ramène à ça. Là, on n'a pas de champ uniforme. On a une zone de champ fort. C'est là que le champ est maximum. Il est très faible au loin, il augmente, il est maximum au milieu, puis il diminue. Mais ça n'est pas, là, des lignes rectilignes bien parallèles. Il n'y a pas de zone de champ uniforme si on a une bobine trop courte ou si on n'a qu'une spire. Donc c'est ce qu'on voit là. Donc on voit qu'à partir d'un rapport de l'ordre de 10, on va pouvoir avoir une zone. Et plus ça va être long, plus on aura une zone large de champ uniforme. Voilà, ça c'est ce qu'il faut retenir. La leçon à en tirer. Et d'autre part, on constate que la valeur du champ, lorsque c'est maximum, eh bien, c'est la même dans les deux bobines. Ce qui change, c'est le volume, l'espace, la dimension de la zone où ce champ va être uniforme. Mais la valeur du champ uniforme, c'est la même. C'est la même à condition que la géométrie soit bien la même, avec la même taille de section, et surtout le même enroulement, la même densité de spires, le même nombre de spires par longueur de solénoïde, donc par longueur de cylindre, et non pas par longueur de fil. Et le même courant. Dans ce cas-là, on a la même valeur de champ. Voilà, donc c'est la valeur de champ dans cette zone. Donc là, c'est un des simples nouvelles cartes de champ. Dans cette zone-là, où on a un champ qui vaut, on va passer tout de suite, mu0, ça c'est une constante comme epsilon 0. Mu0, c'est la perméabilité magnétique du vide. Bon, c'est une constante dimensionnée pour qu'on puisse passer d'un nombre de spires par unité de longueur fois un courant à un champ magnétique en Tesla. Voilà, parce que sinon, ampère divisé par longueur, ça ne donne pas des Tesla. Donc il y a un coefficient de proportionnalité, mu0, que vous verrez apparaître dans les lois magnétiques. Voilà, donc il faudra juste bien comprendre ce qu'est ce petit n, hein, donc le nombre de spires par unité de longueur de tube. Et donc au centre, on va avoir un champ uniforme, mais pas au bord.
Hein, donc cette fluctuation au niveau des bords, c'est ce qu'on appelle l'effet de bord. Le fait qu'on a une transition entre le centre où c'est maximum uniforme et puis loin où on va considérer qu'il n'y a plus rien. Et c'est au bout. Voilà, donc cette transition, ce qu'on appelle l'effet de bord. Voilà, donc tout ça en résumé. Hein, donc si on a un bobinage avec grand N spire répartis régulièrement sur une longueur L de cylindre, on a donc grand N sur L spire par unité de longueur, c'est comme ça qu'on le dit, multiplié par le courant qui circule dedans et par cette constante mu0, donc en Henri par mètre, une constante, voilà, ça vous donne la valeur du champ uniforme à l'intérieur, donc dans toute la zone centrale, pas au bord, mais dans toute la zone centrale du solénoïde, à condition que ça soit une bobine longue, donc un tunnel. Si c'est pas assez long, eh bien, on n'est jamais loin des bords. Voilà. Pour pouvoir observer ça, il faut qu'il n'y ait pas d'effet de bord, donc il faut que le tunnel soit très très long pour qu'au centre du tunnel, on ne voit pas les bouts. J'exagère un peu en disant ça, mais parce que bon, si on est dans un rapport 10, on va aller voir les bouts, mais c'est l'idée. Hein. Si le tunnel n'est pas assez long, on voit toujours les bouts. Si le tunnel est très long, il n'y a plus d'effet de bord, quand on est au milieu. Par contre, quand on arrive au bord, ben, on les voit, et quand on arrive au bord, ça n'est plus uniforme. Voilà. Donc, ces exemples à connaître. Donc, savoir que pour avoir un champ uniforme, on peut se placer à l'intérieur d'un solénoïde long. On peut se placer dans la zone centrale d'une paire de bobines qu'on appelle des bobines de Helmholtz, qui sont donc deux bobines identiques, plutôt planes. Donc, bobine, c'est mieux que deux spires, mais c'est la même chose que si on avait deux spires. Par contre, avec une bobine, on va pouvoir avoir un courant plus faible et l'utiliser plusieurs fois. Voilà. Et donc, si elles sont idéalement distantes, écartées d'une longueur égale à leur rayon, alors c'est là qu'on a la meilleure zone de champ uniforme. Voilà. Si elles sont plus près ou plus éloignées, le champ est un peu moins uniforme au milieu. Donc c'est pour ça que c'est vraiment la configuration Helmholtz avec une distance qui correspond à R. Et donc avec l'avantage que, je vous montrerai ça au lycée, bah, c'est très creux, hein, très accessible. Donc si on veut faire un appareil d'imagerie médicale, si on veut faire un cyclotron, par exemple, on va plutôt utiliser ça pour avoir un champ uniforme qu'un solénoïde long, qu'un tunnel. Voilà, plus pratique. Autre moyen, vous vous souvenez de la carte de champ par l'aimant U qu'on a vu tout à l'heure, eh bien c'est d'utiliser un aimant U. Voilà, si on a besoin, si on veut utiliser plutôt des aimants permanents, eh bien voilà, dans l'entrefer, on dit dans l'entrefer de l'aimant U, donc entre ces deux fers, entre ces deux bras, pôle nord, pôle sud, eh bien on a une zone où le champ est uniforme. Mais pareil, pas au bord. Au bord, ça ne marche plus. Au bord, ça s'écarte. Donc voilà, donc à retenir ces différentes méthodes d'obtention d'un champ magnétique uniforme et ces zones dans lesquelles les particules chargées seraient en mouvement circulaire uniforme, du coup, sous l'action de la force de Lorentz. Voilà, pour toutes ces propriétés qu'on va retrouver sur les cartes de champ. Et retenez donc vraiment les premières cartes, l'aimant droit, l'aimant U, le fil tendu, la spire circulaire et le solénoïde. Et les bobines de Helmholtz. Ouais, ça commence à faire bon. Voilà, si vous avez une meilleure visuelle, ça va être plus facile. Bien. Alors, ces différentes cartes, hein, vous les avez. Donc, la première ici, aimant droit, aimant U,
bobine simple ou spire simple et solénoïde. Alors, si on les voit tous de loin, si on regarde ces cartes globalement à grande distance, là, donc mettez-vous bien dans le fond de la chaise, si on les regarde de loin, eh bien, mis à part ce qu'il y a au milieu, vous voyez, on a 4 fois la même chose. Voilà. Et donc ça, c'est assez général. Voilà, c'est 4 araignées si on veut. C'est assez général. Toute source de champ magnétique, en fait, vue à grande distance, finit par donner cette carte-là. Donc quand on est à proximité, c'est très différent. À proximité du fil, à proximité du pôle de l'aimant, bah, selon la forme du circuit, le nombre de spires, si c'est bobiné ou pas, enfin voilà, selon la réalité de la source. Lorsqu'on est proche, on voit la différence, et il y a une différence. Par contre, lorsqu'on est loin, eh bien, le champ ressenti finit par être faible. Hein, et donc, dans ces zones éloignées où le champ est pas encore nul, mais quand même devenu faible, eh bien, on a pour tous la même chose. Donc, on a ce qu'on appelle un comportement de dipôle magnétique. Quand on parle de dipôle magnétique, on sous-entend qu'on a une source de champ qui correspond à un truc magnétique qui est par là. Mais on ne sait pas quoi. On n'a pas besoin de savoir quoi. Voilà, donc quand on décrit une source de champ magnétique sous forme de dipôle, c'est qu'en fait, elle est soit très petite, soit vue de loin, et qu'on ne distingue pas dans son voisinage ce que c'est. Donc on va dire, voilà, il y a une source de magnétique ici. Donc on va dire au point O, mais c'est un point de physicien, hein, c'est un gros point. C'est un point où il y a un circuit, où il y a un aimant, où il y a des choses. Voilà, seulement on est trop loin pour voir quoi, donc on voit juste en gros la zone où il y a une source de magnétisme. Par contre, on voit bien qu'il y a un champ magnétique créé selon cette topographie. Et donc pour décrire ce qu'il y a, puisqu'on ne sait pas dire que c'est un aimant, on ne sait pas dire quel est le circuit, le nombre de spires, le courant qui circule dedans, eh bien on donne un moment magnétique, voilà, donné par un vecteur. Donc ce vecteur décrit l'aimantation, ou l'équivalent en aimantation de ce qu'il y a là, comme s'il y avait un petit aimant droit, par exemple. Même si c'est autre chose, à grande distance, l'effet est le même, qu'on ait un aimant droit ou un circuit ou autre chose. On n'a pas besoin de savoir ce que c'est. Donc on va juste dire au point O, donc au voisinage du point O, dans un volume autour du point O, il y a une source de magnétisme correspondant à ce moment magnétique, décrit par M, qui est orienté, on va dire du pôle sud vers le pôle nord, si vous voulez, un petit peu comme le vecteur rotation de la Terre, et du sud vers le nord magnétique, géographique, je vais y arriver. Hein, le vecteur rotation de la Terre, ou l'axe de rotation, c'est du sud vers le nord géographique. Là, bah, le moment magnétique, il est du sud magnétique vers le nord magnétique. Et il a une valeur qui va être plus ou moins grande selon qu'on a un effet magnétique intense. Voilà, donc c'est l'art de faire un paquet pour la source magnétique sans distinguer ce qu'elle est. Et donc à grande distance, bah, ça suffit et ça permet de décrire la plupart des sources magnétiques. Voilà, donc on peut décrire comme ça bah, l'effet magnétique de la Terre, par exemple. L'effet magnétique de la Terre, on peut dire, voilà, on a un dipôle magnétique hein, qui est au centre de la Terre, orienté comme ça, et qui crée un champ magnétique. Vous le voyez, là, le champ magnétique créé par la Terre, dans ce sens-là. Donc le pôle nord magnétique, instant de culture, il est au sud géographique. Vous pouvez retenir ça, que nord et sud, géographique ou magnétique, c'est inversé pour la Terre. Ça ne coïncide pas tout à fait non plus, mais ils sont quand même plutôt proches les uns des autres. C'est pour ça qu'avec une boussole, on peut à peu près trouver la direction nord-sud géographique. Voilà, mais c'est deux choses différentes. Hein, c'est un hasard que ça coïncide, plutôt, enfin quoique, mais c'est quand même plutôt un hasard, ça coïncide pas toujours, ça dépend aussi des époques. Voilà, donc après, si on est assez tolérant, en ce moment, en tout cas, on a plutôt concordance entre
position du nord géographique et du sud magnétique, plutôt. Mais sinon, ça n'a rien à voir, puisque la direction nord-sud géographique, c'est en lien avec l'axe de rotation, donc vraiment quelque chose de purement mécanique, alors que nord-sud magnétique, ben, c'est en lien avec le moment magnétique du noyau terrestre, et donc ce qui se détecte par l'intermédiaire du champ magnétique terrestre. Voilà, donc c'est quand même deux phénomènes plutôt indépendants. Pas complètement, parce que le noyau terrestre, le magma là, qui est en rotation, crée un champ magnétique de par sa rotation. Aussi, il fait des boucles de courant, ces plasmas-là au centre de la Terre. Donc il y a quand même une petite corrélation, mais pas complète. Ce qui fait que parfois, il y a des époques où c'est carrément différent, ces deux axes. Bon, je ferme la parenthèse culture générale. Et voilà, donc vous voyez qu'on a vu de loin la même chose que si c'était une spire parcourue par un courant ou un aimant droit ou je ne sais pas quoi d'autre. Voilà. Et donc le spin de l'électron, le spin du proton, le spin dont on a parlé, le spin des particules élémentaires, donc on a parlé de celui d'électrons, eh bien c'est un moment magnétique. Voilà. Donc c'est un moment magnétique qui est intrinsèque, c'est-à-dire que les particules élémentaires, parfois, présentent un spin et donc sont des aimants, sont naturellement des aimants. Et la quantification du spin des électrons de l'atome, plus 1,5 ou moins 1,5, eh bien c'est en fait le fait que le moment magnétique, il est up ou down, il est orienté dans un sens ou orienté dans l'autre. Il y a une quantification de son orientation, avec seulement deux possibilités. Voilà, donc on ne vous interrogera pas là-dessus, hein, c'est des phénomènes quantiques, mais comprendre que le spin décrit la quantification d'un moment magnétique qui est présent dans les particules élémentaires. Voilà, donc pour vous, le seul moment magnétique que vous aurez besoin de savoir identifier, c'est celui d'un circuit plan, donc d'une boucle de courant plane, décrite simplement par sa surface. Voilà, c'est les seuls moments magnétiques qu'on vous demandera d'exprimer ou de reconnaître. Sinon, si besoin, on vous les donnera. Voilà. Pour un circuit parcouru par un courant, donc il est source de magnétisme grâce à l'intensité du courant qui circule dedans. Voilà. On oriente. Donc là, je considère que le courant circule le long de ce contour. C'est le circuit filiforme qui décrit une ligne géométrique parcourue par un courant dans un certain sens. Par définition, ce qu'on appelle le vecteur surface de ce circuit, c'est un vecteur qui, pour une surface plane, va être facile puisque simplement orthogonal au plan de cette surface. Un vecteur dont la norme vaut l'aire de cette surface, la direction est orthogonale à la surface et le sens est le fameux sens direct, conventionnel. Voilà. Donc, si avec votre main, votre tire-bouchon, vous tournez dans le sens du courant le long du circuit, eh bien, le vecteur surface, il est orienté en convention directe. Il est orthogonal au plan et il vaut l'aire délimitée par le circuit. Voilà, pour comprendre et connaître ce vecteur surface. Alors vous admettez que ce vecteur surface multiplié par l'intensité électrique qui circule, eh bien ça vous donne exactement le moment magnétique de cette spire. Voilà, donc c'est très simple et c'est les seuls qu'on va calculer. Voilà. Donc si on multiplie l'intensité par le vecteur surface, on a le vecteur moment qui est donc lui-même orthogonal au plan qui contient le circuit, parce que nous on va s'imiter à des circuits plans, donc ça va être très simple, et dans le sens direct. Voilà. Et la valeur
donc, du moment magnétique, c'est l'aire délimité par le circuit multiplié par le courant qui circule. Donc, si on a juste une boucle circulaire, R pi r carré fois I, c'est le moment magnétique de cette boucle circulaire. Alors, par contre, si on a une bobine, donc si on a plusieurs boucles circulaires, alors leurs effets s'ajoutent. Donc, il faut bien penser à compter le moment magnétique de chacune des boucles. Et voilà. Et sinon, à multiplier le moment magnétique de l'une par le nombre de boucles. Voilà. Soit toutes les additionner, enfin, ça va revenir à compter plusieurs fois la même chose. Et puis, on pourra travailler avec des boucles de courant, donc toujours planes pour l'instant, pour cette année. Vous verrez les non-plans éventuellement plus tard. Ça sera la même idée, c'est juste trouver le vecteur surface qui est moins facile quand c'est pas plan. Mais sinon, ça revient au même, il faut le vecteur surface. Donc, si c'est pas une boucle circulaire, il suffit de compter l'aire délimité, ça sera pas pi r carré, mais c'est tout, et multiplié par le courant. Par contre, quand on a un bobinage avec, donc on va dire n boucles superposées, eh bien, soit on considère que c'est comme si on en avait une seule parcourue par un courant n fois i, n fois plus fort, soit on considère que on en a n identiques parcourues chacune par ce courant I et que leurs effets s'ajoutent. Donc si elles sont plutôt confondues, ça fait un moment n fois plus grand. Donc simplement comprendre pourquoi on fait des bobinages. On l'a vu tout à l'heure, c'est que si le courant est trop intense, d'une part on n'aura peut-être pas de générateur suffisant et puis ça va fondre. Donc on préfère prendre un fil qui ne va pas fondre, un courant qu'on sait manipuler. Mais quelques ampères quand même, si on veut un champ sensible. Je vous rappelle que 1 Tesla, c'est gigantesque pour le champ magnétique, ça on l'a déjà vu. Et donc on bobine, voilà. On utilise plusieurs fois le même courant. Donc voilà, c'est l'idée, multiplié par le nombre de spires, il ne faudra pas l'oublier. Voilà, donc ça c'est le moment magnétique correspondant à ces bobines. Bon, donc par exemple, vous ferez des applications numériques, si vous aimez ça. Si on prend une spire assez grande, de rayon 10 cm, c'est quand même grand, c'est rare d'avoir des solénoïdes ou des bobines aussi larges. 1 ampère, ça commence à être intense. Bon, si on n'en a qu'une, on a un moment magnétique de 0,03 ampères mètre carré. Ça, je ne voulais pas faire marquer, mais c'est évident. I fois S, c'est ampère fois mètre carré. On obtient la même chose si on a, non pas une spire, mais 100 spires avec 10 milliampères. Voilà, donc si on a 100 spires avec 1 ampère, on peut avoir 3 ampères mètre carré au lieu de 0,03. Vous avez compris le principe. Voilà, donc vous allez retenir que pour les ordres de grandeur, avec des aimants, un aimant droit classique, pas gigantesque, des aimants droits qu'on va pouvoir manipuler, on est de l'ordre de l'ampère mètre carré, quelques unités. Pour la Terre qui est gigantesque, c'est bien sûr gigantesque, donc ça, voilà, ça ne nous parle pas tellement, mais malgré tout, le champ magnétique terrestre, il est très faible. Il est très faible parce qu'on est quand même loin, on est à 6500 km du centre, donc du point où est ce moment magnétique. Voilà. Donc tout ça pour dire qu'un moment magnétique de quelques ampères mètre carré, c'est déjà pas mal. Voilà. Et donc avec des circuits parcourus par des courants, on aura du mal à atteindre ça. Donc vous le saviez déjà, pour créer des champs forts, on va plutôt utiliser des électroaimants, donc des circuits parcourus par des courants qui a l'intérêt de pouvoir être commandés. Mais en ajoutant des aimants, sinon ça reste quand même un peu faiblard comme effet. Voilà, donc pour ces premiers aspects, donc les propriétés du champ magnétique et des sources de magnétisme dont on aura besoin cette année. Et vous verrez l'année prochaine beaucoup plus de détails sur le champ magnétique. Voilà, et comment le calculer. Donc là, on va se limiter à manipuler des moments magnétiques
des valeurs de champ magnétique essentiellement au centre du bobinage en mu0 Donc cette expression, elle vaut le coup d'être retenue. L'année prochaine, vous l'établirez. Et puis lire les cartes de champ. Voilà, c'est tout ce dont on a besoin pour cette année. Donc voilà, tout ce qu'on vient de dire là. Donc plutôt qualitatif dans l'ensemble. Et donc on a besoin de ça puisque c'est le champ magnétique, et en particulier les champs magnétiques variables, des variations qui vont être à l'origine des phénomènes d'induction. Voilà. Donc avant d'étudier vraiment l'induction, nous allons voir les effets mécaniques macroscopiques du champ magnétique. On a déjà vu la force de Lorentz. Alors, attention, là on n'a pas de chance, c'est comme l'équilibre et l'équivalence. Lorentz c'est Laplace, quelle idée, voilà, c'est pareil, enfin, ça, quand on n'est pas attentif, on confond. Hein, vous confondez souvent en chimie l'équilibre et l'équivalence, EQU. Bon, ben là, FL, ok, c'est Lorentz ou Laplace. Il faudra avoir les idées claires. La différence, c'est que la force de Lorentz, c'est le QV vectoriel B qu'on a utilisé, enfin simplement pour cette composante magnétique. QV vectoriel B, donc force s'exerçant sur une particule chargée dans un champ magnétique. La force de Laplace, c'est le même effet, mais pas du tout à la même échelle. C'est le même effet pour un circuit parcouru par un courant. C'est-à-dire que c'est l'effet de l'ensemble des forces de Lorentz qui s'exerce sur toutes les particules chargées, mobiles, qui font le courant électrique dans le fil électrique. Voilà, dans le circuit. Donc voilà, on va s'épargner le calcul de transition du microscopique au macroscopique, mais retenez ça, la force de Lorentz vous permet d'écrire directement la force magnétique sur un objet chargé qui bouge en champ magnétique. Lorsqu'on a un courant dans un circuit, on a un ensemble de particules chargées mobiles, chacune est soumise à cette force magnétique, et globalement, l'effet résultant macroscopique, l'effet d'ensemble, donc en moyenne mésoscopique, en moyenne mésoscopique sur un élément de circuit, un élément de longueur dl du circuit, qui contient une multitude de porteurs de charge mobiles. En moyenne mésoscopique, on a là un effet macroscopique, qu'on appelle force de Laplace. Voilà, donc c'est exactement le même phénomène physique, mais pas à la même échelle, et pas décrit de la même façon. Donc macroscopiquement, on va dire qu'il y a un circuit filiforme parcouru par un courant I. Le courant I suit la courbe du circuit, décrite localement, donc en un point M, par un vecteur L, donc c'est le vecteur qui décrit le bout de circuit, de longueur L, dans la direction tangente au circuit et dans le sens du courant. Petit l est orienté par le courant. Et vectoriel B, qui est le champ magnétique qui existe ici. Voilà, qui peut être créé par le circuit lui-même, on verra, ça sera l'auto-induction, ou qui peut être créé par un aimant qui est à côté, ou par n'importe quoi. Peu importe la source, B, c'est le champ à cet endroit-là, créé par tout l'univers à cet endroit-là. Dans ce cas-là, la force donc de Laplace, c'est IL vectoriel B. Voilà. Alors, je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer ça sur le dispositif phare au programme. Donc le dispositif phare au programme, c'est ce truc-là qu'on appelle des rails de Laplace. L'intérêt pour nous qui débutons, c'est que c'est une géométrie hyper simple et qu'on va pouvoir, grâce à ça, appréhender tous les phénomènes mécaniques avec un champ magnétique. Donc vous voyez, on a deux rails métalliques sur lesquels repose un barreau. Et on va pouvoir l'alimenter, donc en mettant un générateur là, l'alimenter pour qu'on ait un courant qui circule dans le circuit formé. Voilà. Et il y a un aimant
qui va créer un champ magnétique. Donc on met le barreau, ça ferme le circuit. Vous voyez bien que tant qu'on n'a pas mis le barreau, le circuit formé par les rails, voilà, il est ouvert. Ouais. Oups. Voilà, j'essaye de vous l'arrêter juste avant. Voilà. Ah, donc là, vous voyez, c'est alimenté, il y a le générateur qui est branché sur les deux rails, mais c'est ouvert au bout. Donc pour l'instant, il n'y a pas de courant qui circule. Il n'y a que à partir du moment où on ferme le circuit grâce à ce barreau qui est posé dessus, qu'on a ici une maille électrique fermée. Et donc si on allume le générateur, il va y avoir un courant qui circule. Et l'aimant qui est posé autour crée un champ magnétique. Voilà. Donc avec le générateur, là, ils réussissent à modifier le courant dans un sens, dans l'autre sens. Et donc, vous voyez que le barreau peut glisser ou rouler sur les rails et se déplacer. Voilà. Donc là, on a l'illustration des moteurs électriques, de tout ce qui fait l'effet mécanique d'un champ magnétique sur un circuit. Donc là, on a un champ magnétique dans cette zone, au voisinage de l'aimant. Le circuit, il est tout autour, il est un peu partout soumis au champ magnétique. Par contre, il n'y a que le barreau posé dessus qui peut bouger. Hein, donc il n'y a que ça qui bouge, le reste est rigide, le reste est solide. Voilà. Donc on va retrouver ça sur le schéma que vous avez vu, donc qu'on appelle le dispositif des rails de Laplace. Hein, donc ce que vous venez de voir. Donc voilà, les deux rails, ici, parallèles. Une source, un générateur pour qu'il y ait un courant qui circule, et le barreau posé dessus qui va pouvoir glisser ou rouler, se déplacer, sous l'action de cette force de Laplace. Voilà. Donc, voyons ce que vaut cette force de Laplace sur ce barreau. On a le courant I qui circule là dans le sens représenté, qui définit donc petit l. Ici, petit l, c'est le vecteur correspondant au circuit parcouru par le courant. Le courant I sur le barreau, il circule de M à N. Il n'y a pas de courant dans les bouts. Là où ça dépasse, il n'y a pas de courant. Donc c'est que de M à N. Donc la longueur L, elle est uniquement là, dans le sens du courant. D'accord? Donc, et de longueur Mn. Donc petit l, c'est le vecteur Mn. Voilà. Vectoriel B, vous avez vu comment on a mis l'aimant U. Si on est dans la zone de champ uniforme, bon, on va nous considérer que le vecteur B, il est uniforme, partout le même d'un bout à l'autre du barreau. Ce n'est pas le cas avec un aimant en U, il y a des effets de bord là sur ce que je viens de vous montrer. Mais on va considérer là pour le calcul que B est partout le même, d'un bout à l'autre du barreau. Et d'autre part, B donc est unique. Hein, pour pouvoir écrire ça aussi simplement, il faut que B soit unique. Hein, donc uniforme sur toute la longueur L du circuit. Sinon, ça ne marche pas, notre formule. Voilà. Et en plus, là, on va considérer que B est orthogonal au barreau. Orthogonal, donc au plan horizontal, puisque sinon, ça tomberait. Voilà, donc cette force, elle est à la fois orthogonale au barreau et orthogonale à B en orientation directe. Voilà, donc vous mettez, si vous prenez votre main droite, votre pouce le long du courant, de M à N, votre index sur B, et vous trouvez donc la direction de la force et le sens de la force, sens dans l'hypothèse où I est positif. Voilà. Donc là, pour ce dessin, on a I fois L fois la valeur de B, et la force, elle est selon UX. Voilà. À condition que I donc soit positif.
Voilà, voilà. Ensuite, donc là on voit, donc on a une force qui est orthogonale au barreau, donc qui peut le mettre en mouvement et le faire se déplacer. Ce qui fait que là on peut avoir un effet moteur. Hein, donc c'est ce type de force qui est utilisé dans les moteurs électriques. On a donc un effet moteur et on va pouvoir soit mettre en mouvement des choses, soit freiner aussi. Hein. On va parler de frein magnétique. Selon comment est le mouvement, bah, cette force, elle peut être dans le sens du mouvement ou en sens inverse. D'accord ? Donc vous avez bien vu là qu'on peut, en jouant sur l'intensité, le mettre en mouvement, le faire ralentir, le faire revenir. Donc on pourra avoir un effet autant moteur que résistant. Voilà, donc on vient d'exprimer cette force. Et la puissance de cette force, ben, ça va être F scalaire V, ça, vous connaissez ça parfaitement, qui pourrait être soit positive, soit négative. Ensuite. Voilà, donc on va se limiter à cette géométrie qui a l'intérêt d'être simple pour se concentrer sur le phénomène. Voilà, comment peut-on utiliser courant et champ magnétique pour faire bouger des choses. Voilà, pour cette force, hein, parce qu'il faut bien retenir. Et en particulier, on va appliquer ça donc beaucoup sur le rail de Laplace, c'est la géométrie la plus simple, et aussi sur le cas de spires tournantes, pour bien comprendre un peu aussi les moteurs tournants. Donc, dans la géométrie très simple de spires rectangulaires qui tournent autour d'un seul axe fixe. Donc autour d'un des axes principaux. Donc c'est ce qui est représenté là. Donc on a l'axe delta qui sera l'axe fixe de rotation du solide formé par cette spire. Alors en général, ça peut être soit une seule spire, soit plutôt un bobinage mais plan. Hein, donc on considère là juste la géométrie plane. Si on a des moteurs qui sont plutôt bobinés, ça va correspondre à une des spires de la bobine du moteur. C'est voilà, le phénomène de base. Et donc, c'est parcouru par un courant. Et voilà, donc le courant, il fait tout le tour. Ok, forcément. Hein. Il fait tout le tour. Et on va considérer le cas simple où le champ magnétique est uniforme. Donc, un seul champ magnétique, partout le même. Et on va considérer que ce champ magnétique, il est orthogonal à l'axe et orthogonal au plan formé par le rectangle. Enfin, non, il ne va pas être orthogonal au plan, mais orthogonal aux segments verticaux. Enfin, voilà, il reste orthogonal à l'axe de rotation. Et les segments verticaux sont parallèles à l'axe de rotation. Pour l'orientation. On va considérer donc que B est partout, en tout point du circuit, exactement le même. Un seul champ B partout. Voilà. Donc on a une spire parcourue par un courant et ce qui baigne dans un champ magnétique, et donc forcément, il y a des forces. Voilà, il y a des forces qui s'exercent, et des forces qui s'exercent sur chaque portion de circuit. Alors, vous avez votre main droite. On suit le courant dans sa course. Donc, le courant, il arrive en haut, il commence ici, sur ce petit segment. Donc, sur ce petit segment-là, qui part de l'axe vers le point M, le vecteur B, il est orthogonal à l'axe delta. La force, elle est donc orthogonale à B et orthogonale au fil. Donc ici, la direction commune orthogonale à B et orthogonale au fil, c'est parallèle à l'axe. Vous mettez votre pouce sur le fil, l'index sur B, et vous trouvez une direction parallèle à l'axe orientée vers le haut. Voilà, cette première force, elle est comme ça. Ensuite, de M à N, vous avez donc un segment qui est parallèle à l'axe, B qui est toujours le même,
Et donc, ça va être MN, le sens du courant, vectoriel B, qui va vous donner la force. Donc, orthogonal à ce fil, donc dans le plan grisé, là, orthogonal à l'axe delta, et orthogonal à B. Donc, orthogonal à B dans ce plan-là. Orienté de sorte que MN vectoriel B, ça donne une orientation directe. Comme ça. Ensuite, de N à P, on a le courant qui va de N à P, donc il faut trouver NP vectoriel B. Direction orthogonale à NP et orthogonale à B, c'est la direction de l'axe. Par rapport au premier coup, on est dans l'autre sens. Et de P à Q, ça va être la même chose que de M à N, mais dans l'autre sens, puisque le courant va de P vers Q. Donc vous mettez le pouce PQ, vous avez l'index sur B vers vous, et votre majeur vous indique, dans le plan la orthogonale à PQ, orthogonale à l'axe, qui contient B, ça vous indique la direction de la force. Voilà, donc on a des forces qui sont orientées comme ça. Et puis sur Q, le dernier petit bout là, on est orienté comme de l'axe vers M. Hein, de Q vers l'axe, c'est comme de l'axe vers M. Hein. Donc là aussi, c'est pareil, parallèle à l'axe, dans ce sens-là. Voilà, il faudra vous entraîner à retrouver, en lien avec le sens du courant, l'orientation de chacune de ces forces, sur chacun des segments rectangulaires. Et pour chacun, on retrouve le même type de choses que pour le rail de Laplace. Segment de M à N, rectiligne parcouru par un courant sur lequel le champ B est orthogonal et uniforme surtout. Voilà, donc si on détaille un petit peu plus, là, on va pouvoir identifier que les forces qui sont sur MQ et NP, elles sont opposées les unes aux autres. On a F1 là-haut, F2 là-bas, ça on le voit déjà qualitativement. Et elles vont avoir aussi des valeurs opposées, puisque en valeur, ça va être le courant multiplié par la longueur que je vais noter petit a, multiplié par la valeur de B, puisque la B est bien orthogonale à ce... Ah non, c'est pas orthogonal. Il va y avoir un sinus. Attendez, qu'est-ce que je dis Oui, il va y avoir un sinus de l'angle, hein, puisqu'on a sinus de cet angle. Hein, ça c'est vu d'en haut. Vu d'en haut avec l'axe qui vient vers nous. Donc vu d'en haut, on a là Mn ou on a là QM ou NP, vectoriel B, donc c'est cet angle-là qu'il nous faut. Cet angle, comment je vais l'appeler? Alpha. D'accord, donc même valeur, celle-là. Et des forces qui sont opposées et qui sont le long de l'axe. Donc si la spire est tenue par une liaison pivot et qu'elle ne peut que tourner autour de l'axe, ces deux forces-là, F1 et F2 qui sont opposées, eh bien, elles existent. D'accord, il faut que ça soit assez solide pour y résister, pas se déformer, mais ça ne va pas changer. Hein. Voilà, ça va rester... ça va être sans effet sur le mouvement de rotation. C'est deux forces égales et opposées qui se compensent, et c'est pas un couple qui va permettre de faire tourner la spire autour de son axe. Voilà. Donc ces deux-là, elles vont pas être utiles si on veut faire une machine, un moteur. Par contre, les autres, là, elles vont pouvoir agir.
La deuxième, elle agit sur Mn. Donc elle a comme valeur le courant fois la longueur de MAN qu'on va noter petit b. Ah non, zut, j'ai inversé les notations. Pourtant, je l'ai sous les yeux. Je ne lis pas ce que j'écris. Petit a. Voilà, donc on va dire petit a. Alors que tout à l'heure, c'était petit b. Donc cette longueur-là, qui compte, fois la valeur de grand B. Et puis, il nous faut l'angle entre les deux. Voilà, mais là, c'est le même que l'angle entre l'axe delta et le vecteur B. Le vecteur B est orthogonal à l'axe. Donc là, le sinus vaut 1. Et donc, il n'y a plus qu'à trouver la direction et l'orientation. Donc, directement orthogonal à B dans le plan qui contient l'axe, ce qu'on avait dessiné tout à l'heure. Voilà. Donc, c'est orthogonal à l'axe, orthogonal au fil, et orthogonal à B. Si on dessine B ici, c'est aussi orthogonal à B, cette force. Voilà. Et la quatrième, de l'autre côté, eh bien, c'est la même. Voilà, c'est la même dans l'autre sens. Donc on trouve F4, qui est l'opposé de F2, puisque c'est le même courant sur la même longueur, juste dans l'autre sens, avec le même champ, donc juste deux forces opposées. Voilà. Et ces forces, elles sont orthogonales à delta. Voilà. Donc elles forment un couple. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Voilà un exemple de couple. Non pas parce qu'elles sont deux, mais parce qu'on pourrait dire elles sont quatre. La somme est nulle. La somme des quatre est nulle. La somme de ces deux-là qui pourraient agir sur le moment de rotation est nulle. Donc c'est un couple. Voilà. Alors, pour décrire l'action d'un couple, qu'est-ce qu'il faut calculer ? Donc ce qu'il faut calculer pour décrire l'action du couple, c'est pas la résultante, là on sait maintenant que c'est nul, ça va être leur moment. Voilà. Donc là maintenant, vous arrêtez de papoter entre vous et vous vous concentrez sur le calcul du moment. C'est juste le point un peu délicat pour qui n'est pas encore à l'aise avec le produit vectoriel. Bien. Donc, le moment par rapport à l'axe de rotation, c'est le seul dont on a besoin. C'est le seul qui va être intéressant pour écrire le mouvement de ce solide autour de son axe. Moment, non pas de F1 et F3, il est évidemment nul. Ce qui compte, c'est le moment de F2 et F4. Donc, ces forces, on peut considérer qu'elles s'exercent, par exemple, au milieu des segments. Ça s'exerce un peu partout, en fait. C'est réparti sur toute la longueur du circuit, mais il n'y a qu'au milieu que... Enfin, ça revient à une résultante qui s'appliquerait au milieu, puisque c'est très uniforme. Voilà, on peut faire simple comme ça. Donc, considérez qu'on a juste une force F2 qui s'exerce en un point. Calculer son moment par rapport à l'axe. Il y a deux façons de le faire. Soit on reprend la définition générale et on va calculer le moment en un point de l'axe, par exemple ici au centre, et projeter sur l'axe. Soit on se souvient que quand on calcule le moment par rapport à l'axe, tout ce qui compte, ce sont les composantes orthoradiales. Donc là, l'axe, il vient vers nous. On a ici la direction radiale. Alors, selon où on est, c'est pas la même, la direction radiale. Voilà, radiale, c'est à partir de l'axe. Donc, voilà, UR2, UR4, si vous voulez. Et la direction orthoradiale.
Voilà, Uθ pour la force 2, Uθ pour la force 4. Okay. Donc là, on peut voir déjà sur le dessin que le moment il est négatif, puisque ces forces, elles tirent là vers l'extérieur, et donc elles vont avoir pour effet de faire tourner la tige dans ce sens-là. Pas la tige, mais la spire, dans ce sens-là. D'accord ? Si on tire selon F2, F4, ça va entraîner la rotation donc en sens inverse par rapport à l'axe delta, qui est orienté vers nous, donc qui est orienté de sorte que le sens positif de rotation, il est trigo. Voilà, donc là, sur le dessin, on voit bien qu'on a une figure telle qu'on ait un sens, un moment négatif. Bon, ça dépend de la position de la spire par rapport au champ magnétique. Et donc, pour trouver son moment, bah, il suffit d'identifier les projections des forces sur ces directions orthoradiales. Voilà. Donc, il nous faut ces composantes-là. C'est 2 fois la même. D'accord ? C'est 2 fois la même. Pour projeter, il nous faut connaître des angles. Et donc, pour ça, on va orienter les choses par rapport au vecteur surface de la spire. Trouver la position de la spire à partir de son vecteur surface. Donc vous vous souvenez, le vecteur surface, on suit la spire en rotation dans le sens du courant, et c'est le vecteur qui est directement perpendiculaire. Donc là, l'air, c'est facile, c'est A fois B. Et voilà, la direction et son sens. Donc on va positionner par cet angle-là. Par cet angle-là, qu'on retrouve ici. Donc là. Voilà. Ce qui fait que les composantes des forces là, qui agissent pour le moment, c'est négatif et en lien avec le sinus de cet angle. Voilà. Donc, sinus de cet angle θ, voilà, et fois la distance, ici, c'est la moitié de B, la longueur qu'il vous faut. Donc, on a la valeur de la force, le bras de levier, la moitié de B, fois sinus de cet angle θ, que je vous ai montré sur la figure d'avant, et multiplié par la valeur de la force qu'on avait identifiée tout à l'heure, qui est donc la hauteur, petit a, fois le courant, fois B. Voilà. IAB, c'est la valeur de la force, c'est la norme de IL vectoriel B. Donc, situé à la moitié de B, de petit b à B sur 2 de l'axe, orienté par cet angle θ qu'on retrouve là. Voilà, et c'est un angle orienté, θ, on écrit un moment algébrique, donc il y a un signe moins. Donc F2 est orthogonal, F2 est dans un plan horizontal. Oui. F2 est dans un plan horizontal, dans le plan orthogonal à l'axe delta. Alors après, l'axe delta, il peut ne pas être vertical, enfin, mais si on oublie le lien avec le poids, si on se dit là, voilà, vertical sur la figure, c'est delta, on a orthogonal à delta ce plan qui contient les forces, F2 et F4, et qui contient B. Donc ce plan-là, hein, ce dessin-là, vu de dessus, il est dans le plan horizontal, si on veut. Voilà, donc ça c'est un calcul un peu délicat.
Si déjà vous êtes bien familiarisé avec les moments, avec les produits vectoriels, ça va le faire, mais il faudra quand même le reprendre tranquillement, le retravailler et vous entraîner à le voir, à trouver voilà, la bonne expression, peut-être le bon signe, le bon sinus. Voilà, pour pas trop patauger, si vous avez à le refaire par vous-même. Donc, pour 2 et 4, hein, on a vu que c'était symétrique, donc on a la même chose, hein, le même moment pour 2 et 4. Donc, finalement, on a sur ces 4 segments 2 forces qui n'agissent pas en rotation, 2 qui forment un couple, et c'est tellement symétrique que leurs moments sont identiques. Elles agissent de la même façon, dans le même sens, sur la rotation. Alors, on va pouvoir additionner tout ça pour avoir donc le moment complet. Mais ce moment complet, hein, donc c'est voilà, la somme des deux. Ça donne ça. Ce moment complet, on va pouvoir l'écrire avec le moment magnétique de la spire. Le moment magnétique, on l'a défini tout à l'heure, c'est pour un circuit plan parcouru par un courant, l'intensité du courant multipliée par le vecteur surface. Donc le vecteur surface, c'est l'aire du circuit, donc là, l'aire du rectangle A fois B, porté par un vecteur unitaire qui est directement orthogonal au contour parcouru dans le sens du courant. Voilà, donc ce vecteur petit n que je vous ai déjà montré tout à l'heure. Donc la valeur du moment magnétique, c'est I fois AB la surface, dirigée par petit n. Eh bien, on retrouve ça un peu, puisque on a la surface fois l'intensité, là, à chaque fois, IAB, IS. Ça, c'est la valeur du moment magnétique. Donc, on voit que le moment des forces, le moment du couple de Laplace, c'est égal à la valeur du moment magnétique du circuit. Moment magnétique qui est porté par N, et multiplié par moins sinus θ. Voilà. Et ça, c'est le moment sur l'axe. Donc, c'est la projection sur cet axe-là, une delta. Donc, on va pouvoir écrire ça par l'intermédiaire d'un produit vectoriel entre le moment magnétique, qui est dirigé ici, et le vecteur B. Sur la figure, le résultat est négatif, donc orienté selon moins delta. Et c'est donc M vectoriel B. On a là le moins sinus θ, ou sinus de moins θ, qui est l'angle du moment magnétique vers le champ magnétique B. Voilà. Donc ce résultat-là, on va le retenir. Le calcul, c'est un super exercice de calcul de moment. Voilà, une fois que vous savez faire ça, non pas de mémoire, mais en relisant bien la figure, vous êtes OK pour calculer des moments. Mais voilà, ça reste un exercice type de cours. Hein, donc si on vous le fait refaire, c'est une question de cours, mais on vous le fera refaire, reconstruire. Par contre, on va rarement le reconstruire, hein, si ce n'est pas demandé. On va connaître le résultat. Voilà, donc le résultat revient à savoir que si on a un circuit parcouru par un courant qui est baigné dans un champ magnétique uniforme, alors l'action des forces de Laplace est un couple. On le voit là sur la spire rectangulaire, c'est général, quelle que soit la forme du circuit, si le champ magnétique est partout le même, eh bien la somme des forces de Laplace, ça fait 0. Parce que quelle que soit la forme du circuit, ben, c'est un courant qui s'enroule et qui fait un tour complet. Et donc, si B est partout le même, la somme des IL, ça donne 0. Donc, la force résultante sur un circuit filiforme fermé, si le champ magnétique est partout le même, est présent partout
sur tout le contour fermé, c'est 0. Voilà, ça forme un couple. Donc le truc intéressant, c'est quel est le moment de ce couple. Et donc le moment du couple par rapport à un axe de rotation, sur ce genre de spire ou de circuit, eh bien c'est très facile à exprimer et de façon générale en utilisant le vecteur moment magnétique du circuit. Voilà. Et le moment du couple de Laplace, c'est le produit vectoriel du moment magnétique et du champ magnétique. Alors là, il ne faut pas confondre les moments. On a vu moment cinétique, moment des forces, et là maintenant, moment magnétique qui, pour vous, n'a pas une propriété de moment par rapport à un point ou un axe comme on a vu pour les autres. Mais ça s'appelle moment magnétique. Voilà, donc aussi, du coup, après la difficulté, comme c'est moment et magnétique, c'est des M. Voilà, donc là encore, il faut trouver un graphisme différent ou sans ambiguïté en mettant des indices pour ne pas confondre moment de la force et moment magnétique. Voilà, donc moi j'ai changé là j'ai changé de police. Voilà, et donc une fois que vous avez le moment du coup, ben vous savez écrire la puissance et mettre en équation le mouvement de ce solide. Voilà. Donc ça, je vais vous l'envoyer bien écrit. À retravailler, voilà, jusqu'à d'ici lundi. Notez bien voilà, vos questions. Puisque là c'est juste le démarrage en magnétisme, et donc après il faudra que ça soit plutôt clair. Voilà, je ne sais pas si dans l'immédiat vous voulez qu'on reprenne quelque chose là tout de suite, mais bon, c'est déjà pas mal. Voilà, donc ouf. On va ensuite poursuivre en présentiel, donc ça sera plus facile aussi pour mieux voir les orientations, et puis vous allez pouvoir voir des manips. Là en induction, il y a pas mal de choses qu'on peut voir. Alors voilà, donc pour mardi, il y a le TD 19, et puis lundi, je vous donnerai aussi la feuille de TD là, sur le début du magnétisme, mais il faut absolument que pour mardi, oui, vous ayez préparé les exercices de thermo. Voilà, ouais. Voilà, donc lundi, ben, on se retrouve pour poursuivre le cours de magnétisme. Voilà. Mardi, on fait le TD thermo, et puis peut-être un petit peu là, de base de magnétisme. Vendredi, on fera un TP, là, avec les champs magnétiques et des bobines et des boussoles et des aiguilles. Voilà, ça va redémarrer. Donc Adrien, bah, oui, enfin, te tracasse pas de l'aspect pseudo-vecteur, c'est juste pour vous rassurer si ça ne vous parle pas complètement directement. Dès qu'on a vu les cartes de champ, c'est plus parlant, mais parce que le champ B, en fait, il est défini par produit vectoriel. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui est en partie conventionnel. Alors, on aurait pu choisir peut-être d'autres conventions et que le champ B ne soit pas tout à fait celui qu'on utilise nous. Voilà, donc ce qu'on appelle des pseudo-vecteurs, enfin c'est une appellation un peu vieille, mais que je trouve parlante, c'est des vecteurs qu'on utilise en physique, mais qui ont un aspect arbitraire. Donc il faut être initié, il faut connaître le code pour pouvoir comprendre et utiliser ces vecteurs-là. Ce qui n'est pas le cas d'autres vecteurs que n'importe qui dans le grand public peut comprendre. Par exemple, voilà, le vecteur L, on peut comprendre. C'est le long du circuit dans le sens où ça circule. Là, ça c'est un vrai vecteur. Une force, c'est un vrai vecteur. Enfin, c'est des vecteurs à signification très concrète, très directe. Ce qui n'est pas le cas pour B. Voilà. Et ce qui n'est pas le cas pour le vecteur moment d'une force ou moment cinétique. Donc je vous le signale simplement pour vous indiquer que c'est normal si ça ne vous parle pas tout de suite. Comme c'est conventionnel et qu'il y a un aspect d'arbitraire, qu'il n'y a pas une signification claire et directe et accessible intuitivement à ces vecteurs. Il faut le temps de s'y habituer.
Voilà, c'est juste pour ça que je vous dis que ce sont des pseudo-vecteurs, pas plus. Que vous ne soyez pas en panique, c'est normal d'avoir du mal au début à donner une signification au vecteur B, comme c'est le cas pour le vecteur moment cinétique ou moment d'une force. Il faut du temps pour prendre l'habitude, et puis après, une fois qu'on est habitué, voilà, ça devient usuel. Voilà, dis-moi si vous avez d'autres questions sur le cours, sachant que là, ce qu'on a fait à la fin, bon, c'est un peu dense, et vous allez le reprendre tranquillement avec l'écrit. Et vous me direz s'il faut réexpliquer s'il y a des choses qui vous semblent obscures. Bien, bien, bien. Bon, bah, du coup, je vous souhaite une bonne fin de semaine, là, puisqu'on fait le pont, ça va vous laisser le temps de vous requinquer. Bien vous mettre au point, bien assimiler là ce qu'on a vu. Hein. Arriver en étant à jour, ça peut être arrivé avec une feuille d'une fiche de questions. Mais voilà. En tout cas, en physique, il nous reste pas mal de choses à faire, hein, comme tous les ans. Hein. Donc on va avancer, il faut arriver sans être en retard. Et j'imagine que ça sera quand même plus simple et plus facile hein, de se mobiliser et d'avancer, de travailler beaucoup en étant au lycée. Voilà, en tout cas, moi j'aurais grand plaisir à vous retrouver lundi, vraiment en P13 et travailler de façon plus habituelle et plus conviviale et plus simple. Voilà, donc bravo pour votre engagement. Là, vous êtes bien raccrochés. Et voilà. Ah, j'avais oublié de vous parler du QMAX. Hein, donc voilà, vous pouvez continuer à le faire. Hein, il reste disponible, accessible. Mais voilà, bravo à Julien qui a réussi à avoir 10. Voilà, il a détecté tous les pièges. Il ne s'est pas fait avoir. Oui, il a eu de la chance, non. Il n'était pas loin, belle progression. Voilà. Parce que si pour l'instant il n'y a que Julien, mais ceux qui n'ont pas encore joué, vous pouvez le challenger. Voilà, pour avoir 10. Donc voilà, reposez-vous, arrivez bien en forme pour le dernier sprint. Là, je n'ai pas compté les semaines, mais il en reste quand même pas mal, hein, jusqu'au 2 juillet. Donc voilà, donc ça s'arrêtera le vendredi soir, le vendredi 2 juillet. Et enfin, vendredi midi, pas soir. Donc voilà. Très bien, et bien à bientôt. À bientôt au lycée. Voilà, on ferme la caméra, on ferme le bibibi, et pourvu qu'on n'en ait plus besoin, que personne soit confiné et qu'on soit tous, voilà, tous en classe. À bientôt.